on est donc ici à Nancy. Qui êtes-vous? Puisqu'il y a un certain nombre de gens ici présents vous connaissent, mais peut-être pas tous. Qui êtes-vous? Pourquoi sommes-nous ici réunis aujourd'hui? Mona, c'est toi qui commence. Ça y est, j'ai le trac, là. Déjà? Qu'est-ce que je... tu voudrais que je me présente? Je peux déjà vous présenter un peu. J'ai 3 artistes avec moi ici présents, musiciens, performeurs, peintres. Je ne sais pas si je t'appelle peintre, Poche, si quand même. Mais aussi et surtout, je pense, des passeurs, tous les 3. Des passeurs de culture, des passeurs de son et des liens entre différentes scènes. Toi, dans ton cas, Mona, tu fais pas mal le lien entre la France, l'Amérique. Comment es-tu arrivée à Nancy? Qu'est-ce que tu y as fait? Qu'est-ce que tu y fais encore? Je suis arrivée à Nancy en 76, je crois. 76, 77, justement. Et très tôt, j'avais envie de faire de la musique. Et à Nancy, j'ai commencé à avoir le plaisir de pouvoir chanter du jazz, parce qu'il y avait des concerts de jazz, il y avait le festival de jazz. Et en fait, je m'étais rendu compte que je connaissais tous les classiques. Et j'ai pu chanter, voilà, ça a commencé comme ça. Et mais en vérité, j'avais envie de faire une musique, une nouvelle musique. Et il fallait et gagner ma vie, enfin gagner notre vie. En tout cas, je faisais des concerts de jazz, ça me permettait de c'était mon travail, quoi. J'avais pas envie j'avais travaillé au Flunch, par exemple. Et je comprenais pas, parce que tout le monde voulait un appartement, acheter un frigo, et ça me parlait vraiment pas, quoi. Et donc voilà, j'avais envie de faire de la musique. Et à l'époque, il y avait plein de musiciens et on faisait des bœufs. Et un jour, il y avait un copain qui jouait du saxophone, qui était serveur au Jean Lame, je crois. Et il dit, viens, on va aller chez un pote qui s'appelle Spatz et on va faire le bœuf dans sa cave. Et Spatz avait une petite maison à Vendeuvre et on allait dans sa cave et il avait des synthétiseurs. Donc c'était la première fois, enfin moi j'écoutais de la musique avec des synthétiseurs, évidemment tout le début des trucs planants, Klaus Schulze ou tous ces machins, ou Brian Eno, les machins qui sortaient à l'époque. Et si tu veux, le son d'un synthétiseur, c'était, il y avait des fréquences extraordinaires qui sortaient comparé à une basse, comparé à une guitare électrique. Tu t'appuyais sur une touche et il y avait un bon qui sortait, qui envoyait grave. Donc c'était déjà quelque chose qui m'a séduit chez Spatz. Mais pas que ça, parce que c'était quelqu'un qui était vraiment intéressé dans la recherche sonore. Et donc on a improvisé. Et il s'est un peu foutu de ma gueule et j'ai relevé le défi. Et ça s'est pas fait tout de suite, mais en fait on a décidé de jouer ensemble et on a composé un groupe, et il y avait des membres différents dans le groupe. Mais l'héroïne s'est sévissée à Nancy et les membres du groupe ne venaient pas toujours aux répètes. Et à la fin, il restait que nous. Et on a décidé de continuer à travailler la musique ensemble. Et un beau jour, on a dit, on va faire un disque. Voilà, j'ai envie de faire un disque. Et il y avait, au lieu de traîner au café, on traînait pas au café, on allait chez le disquaire. Et il y avait donc Punk Records, Francis Kremer, qui avait son magasin. Et il a importé toujours des petites quantités de disques qui venaient des États-Unis, qui venaient des 45 tours même, d'Australie, d'Angleterre, mais des trucs indépendants déjà, des petits labels. Donc on allait chez lui, on allait écouter des trucs
bien barré. Il y avait les premiers disques qui sortaient du fameux CBGB's de New York. Il y avait les premiers groupes qui étaient à peine connus encore, qui ont donné naissance à Blondie ou à d'autres groupes comme ça. Et donc, on lui a dit, on a enregistré une cassette, on lui a donné, et on lui a dit, voilà, on aimerait faire un disque, on voudrait faire un label avec toi. Et il a dit, bon, je vais réfléchir, je vais prendre le week-end. Et puis le lundi, il a dit, ok, bon, on va faire un label, on va faire un disque. Je connais un mec, il a un magnéto à bande, Patrick Geschlech, qui est pas là ce soir. Et il peut vous enregistrer dans le salon de telle personne. On a dit OK. Et donc voilà, on s'est retrouvés à enregistrer notre premier 45 tours. Et après, de fabriquer la pochette, d'aller à l'imprimeur, de mettre les typos des mots et tout ça, parce qu'il n'y avait pas toute la technologie aujourd'hui. Pour faire ça, on a trouvé l'imprimeur, après de mettre les disques dans les pochettes. Et lui, il allait vendre dans son magasin et éventuellement pouvoir distribuer à droite, à gauche. Nous, on est parti à Paris avec une voiture. On a mis chez New Rose qui était un label, un magasin de disques aussi, label indépendant à Paris, qui lui aussi pouvait dispatcher. Et donc, on a fait 45 tours dans l'année. Et ce qui a été intéressant, et on les avait envoyés en Angleterre. Ils avaient été chroniqués en Angleterre. Et on avait aussi envoyé à Paris. Et il y avait une boîte à Rennes, donc à l'ouest de la France, qui passait pas mal de petits groupes émergents comme ça. Et donc, ils ont passé Casse Product là-bas. Et il y avait un mec de chez, d'un label, d'un gros label français, non, américain, RCA, qui a entendu le disque là-bas. Donc, les gens, en fait, ils se passaient les disques et c'est extraordinaire. Les gens, ils venaient acheter les disques. D'ailleurs, en 2015, via Facebook, j'ai pu organiser une tournée dans l'Amérique du Sud parce qu'il y avait des disquaires qui venaient à l'époque chercher des disques de Casse Product ou d'autres, des Français et qui avaient créé un public là-bas. Et bon, voilà. Donc on a commencé comme ça. Si tu as une question. On va continuer dans les questions, mais toi, Thomas Demmanuel, tu as réalisé tout récemment un film, So Young But So Cold, entre autres faits d'armes, mais un film qui retrace l'émergence de cette scène, parce que, comme Mona le raconte, les choses se passent dans des caves, dans la chambre d'un tel, et grâce à des disques qui circulent, tu t'es replongé dans cette histoire et tu es un acteur de cette histoire. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus de comment tout cela fonctionne? C'est assez impressionnant aujourd'hui dans le monde des médias, Internet, de se dire que ce sont des liens interpersonnels qui ont construit une scène très forte. Oui. Comment tout ça fonctionne? À vrai dire, moi, c'est un petit peu comme Mona. Moi, j'arrive à Nancy en 74. J'ai grandi sur des bases américaines au départ. Donc, au début, quand j'arrive à Nancy, c'est un peu compliqué quand même. Parce que, voilà, je sais pas, j'ai grandi dans un contexte où il y avait des trucs super comme Sesame Street, comme plein de choses hyper bien, quoi. Et j'arrive là, il fait froid, c'est strange. Je suis le seul Renois dans l'environnement. C'est un peu tendu. Et donc, du coup, c'est pas ma culture de base. Forcément, je me sens un petit peu perdu. Et tu parlais du hip-hop tout à l'heure. En fait, j'ai démarré avec la première vague hip-hop, ciné, etc., à faire des concours de danse au Majestic. Il y en a peut-être qui connaissent. Hein. Il y a peut-être qui était une boîte de nuit aussi mythique ici. Et pourquoi j'en parle? Parce qu'au départ, j'avais un peu peur de cette scène. Parce que je venais pas trop de là. J'étais jeune, hein, j'avais 13 ans. Mais en revanche, je la connaissais quand même parce que j'avais deux potes dans ma classe. Un qui s'appelle Christophe Rojo, qui est le frère de Chico Ortega, donc batteur de Dick Tracy. Et un autre qui s'appelle Bruno Perrin, qui à l'époque était le bassiste de Blockhouse Babies.
Et donc, du coup, c'était un peu bizarre parce qu'on formait une espèce d'équipe de pieds nickelés où moi j'étais en survêtement avec une casquette pour faire du hip-hop, mais eux ils étaient habillés, Bruno Perrin avec des chaussures de la Waffen-SS avec un impair noir et un peroxy blond et Christophe avec un cadenas autour du cou. Et on parlait de tout et tout allait bien. Et il me parlait justement des concerts de Casse Product et de son frère avec Dick Tracy et tout ça. Et ça me paraissait mais hyper loin de moi, quoi. Et alors encore plus loin, la fois où j'ai croisé, je sais pas, c'est Mona descendre la rue Saint-Jean. Parce que là, je me suis dit à 13 ans, si ça existe, ça peut quand même faire peur, quand même, des mecs avec les... Mais en même temps, pourquoi ça peut faire peur? Ah, mais ils avaient des looks de dingue, quoi. Et en même temps, on voyait, c'était déjà, alors déjà, ce qui était fort, quand même, c'est que comme ils m'en parlaient, pour moi, ça me semblait déjà un monde de stars, quoi. Dick Tracy, tout ça, Casse Product. Il me parlait de ça, Christophe. J'osais pas aller au concert. Hein. J'étais jeune en même temps, même si je sortais beaucoup la nuit et tout. Mais je me disais, ah non, moi, je vais pas là-dedans. Enfin, ça me paraissait vraiment effrayant. Et en plus, les looks, c'était complètement novateur. Moi, j'avais jamais vu ça. Et en plus, à ce moment-là, comme j'ai trouvé des pairs, un peu, j'étais plus dans une culture, on va dire, street, hip-hop, etc., avec toutes les conneries qui vont avec. Donc, j'étais pas trop enclin à faire ça. Mais ça me fascinait quand même. À la fois parce que j'ai un côté un peu... j'ai une forte insubordination chez moi et comme on voulait que je fasse à la fois du basket et en même temps... que je joue toute la cartographie du noir classique, et c'était ce que j'étais en train de faire, hein, des conneries, etc. Et à un moment, mon côté dissident a fait que je me suis dit, je vais faire tout le contraire de ce qu'on attend de moi. Donc ça me fascinait de me dire, ouais, mais moi j'ai envie de faire un truc comme ça aussi. Je savais pas que j'allais faire de la musique ou quoi, mais j'ai envie de voir ça, mais je n'osais pas y aller. Et puis petit à petit... la vie aidant, à force d'aller chez mon pote Christophe, là c'est un peu en terminale, non avant, en seconde, première, on passait des soirées à fumer des joints chez lui et tout, et lui il écoutait pas du tout de hip-hop, alors du coup forcément, et là je découvre des trucs comme Minimal Compact, je découvre... peu importe, Tuxedo Moon, plein de choses hyper bien, avec vraiment une vraie densité. Finalement, j'ai pas démarré par le punk, j'ai démarré par des choses un peu plus pointues. Bad Cave, des choses comme Bauhaus et tout ça. Et ça, je me suis dit, waouh, ça c'est génial. Et puis, eux, ils avaient déjà explosé. Donc, à un moment, je me suis dit, waouh. Et c'était... on avait déjà le sentiment que c'était des stars, qu'ils allaient à Paris, ils faisaient des disques... moi, il n'y avait pas de star à Nancy à part C. Jérôme, parce que ma mère voulait qu'on aille aux Prises Uniques voir la mère de C. Jérôme qui vendait aux Prises Uniques, donc il fallait qu'on y passe, parce que du coup, en voyant la mère de C. Jérôme, elle avait l'impression de voir C. Jérôme, du coup, c'était intéressant, mais moi, je m'en foutais de C. Jérôme. Et donc, du coup, là, voilà. Et à un moment, je me suis dit, waouh, et j'ai rencontré Félix au lycée, Yvain. Et là, il y avait un truc cool avec Félix, parce qu'il aime bien vraiment foutre le bordel aussi, avec les graphes et tout arraché. Et moi, j'en avais marre de faire des conneries improductives qui allaient vraisemblablement me conduire en prison. Et je me suis dit, quitte à y aller, autant faire des conneries un peu productives. Donc, on a commencé à graffer, à arracher tout, la voie ferrée, à faire des choses comme ça. Et là, je suis rentré vraiment dans le truc. J'ai échangé 25 grammes de shit contre une basse. Je me suis retrouvé avec une basse. Et puis, c'était marrant à l'époque parce que j'avais une basse, mais je savais pas jouer, mais j'avais des potes qui étaient des créteux, ils m'ont dit, ah, t'as une basse, on a un concert dans 3 mois, tu joues. Et donc, j'ai joué, et j'ai fait mon premier concert avec eux, et là, j'ai commencé à faire des trucs, et toujours avec Yvain, on a monté Q-Tips et tout, et là, j'ai commencé à vraiment vivre la scène de l'intérieur. Et là, je me suis rendu compte que mais c'était un truc de dingue. En 94, M6, on avait ouvert un squat avec Mataria en 94, on foutait un peu le bordel à Noireau. On s'était fait arrêter. Bref, M6 avait fait un truc et tout. Et en discutant avec les gens d'M6, ils avaient recensé. Au début, j'y croyais pas trop, hein, mais ils nous avaient dit, on a recensé 600 groupes assimilés musique actuelle rock à Nancy. Ça fait un groupe pour 200 habitants. Ouais, dis donc, quand même. Mais sauf que quand j'ai fait le film, le name dropping qu'il y a au départ, que fait Cyril au tout début de So Young But So Cold, je lui ai écrit sur la table, il y a 235 noms. Il se plante à un moment vraiment, il s'arrête au 217, mais il y a 235 noms. Et c'est ceux dont je me suis souvenu de tête. Et quand je suis reparti, j'avais encore, je dis, ah merde, j'ai pas parlé de ça. Et effectivement, c'était énorme. La scène, elle était d'une richesse énorme. Et il faut admettre que c'est quand même
énormément grâce au fait qu'à un moment, quand il y a des locomotives qui aussi tirent la chose et rendent les choses possibles, ça amène tout un wagon derrière. Voilà. Et puis je finirai aussi sur un petit détail qui a son importance, c'est que Nancy n'était pas du tout comme aujourd'hui. Le paradoxe, c'est que tout le monde pleurait parce qu'on n'avait rien. Mais je vais dire une chose, je l'ai toujours défendu, Michel Fass est là, il le sait, j'avais la même position en 97 quand il y avait la question de l'eau de canal. J'ai toujours dit, il faut surtout pas demander un gros lieu institutionnel, il faut demander 10 lieux, et c'est les assos qui... Et c'est ce qu'on a fait avec Materia, j'ai toujours défendu ça. Je sais que Michel, Mélanoche, etc., à l'époque, ils me disaient « Ouais, mais Didier, tu montres pas le bon exemple parce que blablabla. Bla, bla, bla. » Aujourd'hui, je le redéfends. Il faut choper des lieux et surtout pas récupérer des lieux institutionnels. Je pense que l'histoire a prouvé qu'en fait, j'avais raison. Même si nous, on a tenu 16 ans avec Materia, on est mort quand même. Mais si on avait été 15 à avoir des lieux, ben, nous, on serait peut-être morts, mais il y en aurait d'autres. Et aujourd'hui, ben, tout s'est institutionnalisé. À l'époque, c'était que du DIY, c'était que de l'échange, les assos. À dire vrai, vraiment, il y a un truc qui était dingue dans les années 90. Je pensais même pas aller à Paris ou faire quoi que ce soit parce que rien qu'avec ce qu'il y avait en local, on avait une vie artistique. Il se passait des trucs. Mémé, il habitait en face de chez moi, rue Saint-Nic, et il y avait toute la bande, la Vincent, où tu sais qu'ils font des trucs, ils vont à Paris, ils sont liés. C'est inspirant, en fait. C'est hyper inspirant. T'as rien, t'as une basse, tu sais pas jouer, tu commences, mais tu peux faire des choses. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus sceptique, quoi. Voilà, pour l'instant. On va revenir sur ces questions de croisement, d'influence et de scène. Mais Poche, toi qui n'es pas nancéen, qui n'a pas les pieds ici, qu'est-ce qui a fait que tu t'es intéressé à toute cette scène et qu'est-ce que tu pourrais nous en dire de ce point de vue de l'ouest de la France? De l'ouest? Ouais, parce que là on est à l'est. Donc, là on est à l'est. Moi je fais... Au nord en fait, parce qu'il fait froid. Donc je fais pas ni de musique et je suis donc pas nancéen. Je m'intéresse à la scène punk rock en France. En fait, toute la période que j'ai pas connue, moi j'ai commencé à écouter du punk rock en 86. Et ce qui est plutôt drôle aussi, c'est que l'été 86, je pars vers Brest. Moi je vivais à Paris et sa banlieue. Et je pars vers Brest et mon cousin me fait découvrir Casse Product. Donc depuis cet été, enfin j'ai vraiment une histoire avec Casse Product, moi personnellement, et puis qui s'est avérée, enfin on s'est rencontrés plus tard, mais c'est plutôt drôle cette boucle. Mais voilà, donc moi, le punk rock, je démarre ça en 86, donc assez tardivement. Mais voilà, moi, par rapport à ma peinture, comme je fais pas de musique, j'ai toujours essayé de faire des choses plutôt graphiques en rapport avec ce que j'écoutais. J'étais très inspiré par toute cette scène punk, les pochoirs sur les perfectos, toute l'iconographie des pochettes de disques. Et donc très rapidement, l'année 88, je commence à faire des pochoirs dans la rue et après, je passe l'année suivante au graffiti new-yorkais. Enfin, donc j'ai une grande période où je suis vraiment très ancré dans la peinture graffiti et je fais un retour à la fin des années 90 vraiment à la culture musicale qui me parle depuis le début. Et je repeins dans la rue par rapport à cette culture. Donc je commence à faire des affiches un peu comme des affiches de concert, comme si des choses qui me représentent dans un milieu punk rock. Enfin, c'est un peu... Là, j'ai pas d'image, j'ai plutôt des images de ce que j'ai fait dès le début des années 2000, en documentant la scène punk rock. En fait, pour faire mon travail, j'ai commencé à chercher beaucoup d'archives. Donc, je suis entré en contact avec toute cette scène de 76 à 86 qui m'intéressait. En fait, voilà, ce qui m'intéressait, c'était vraiment ce que j'avais pas connu. Et donc j'ai commencé à rencontrer tous ces protagonistes, à rechercher des photos pour pouvoir réaliser mes peintures. En fait, donc j'essaye de recoller les gens dans la rue dans un espèce de lieu intemporel où il n'y a pas de décalage, d'anachronisme, enfin de quelque chose qui pourrait très bien être dans les années 80. Et donc de représenter pas forcément les groupes, aussi des gens qui ont fait évoluer la scène. Donc ça peut être des amis des groupes, des gens qui ont eu des activités qui ont fait que la scène a pu se développer. Et donc. On parlait de quelle spécificité de cette scène nancéenne? Mais nancéenne, toi, l'historien. Mais moi, alors, le truc, c'est que moi, je suis vraiment très ancré avec Casse Product. Moi, Nancy, pour moi, c'est Casse Product. Donc, alors après, c'est très réducteur. J'ai découvert ensuite, j'ai été, alors, à chaque fois que je suis invité pour une ville, j'essaye de documenter ou de me renseigner. Bon, c'est vrai après que j'ai pas une connaissance complète de la scène nancéenne, mais bon, j'ai découvert, enfin, je connaissais déjà des groupes comme Cerbère.
Alors, The Bats, c'est un peu plus haut. Je crois que c'est. Je me demande si c'est pas Pont-à-Mousson, The Bats. Ouais. Mais enfin voilà, il y avait quelques groupes punk qui m'intéressaient plus particulièrement. Mais c'est vrai que quand je suis venu à l'invitation de Susanna pour parler de cette scène-là, j'avais quand même moi en référence Casse Product. Et après, j'ai documenté Blocos Babies, Cerber, Dick Tracy, mais qui ne s'apparentent pas, enfin qui font pas vraiment, qui sont pas référencés comme des groupes punk rock. Enfin, je parle de Dick Tracy qui a une image plus large. Enfin, un mélange, je veux dire, mais tu vois, c'est pas le. Ça m'intéresse. Parlons genre. Puisque Otomo, tu parlais du fait que tu venais plutôt de la culture hip-hop et que du coup, Casse Product, c'est un look. Et du coup, parlons-en. Punk rock, de quoi on parle ici? Alors là, je veux bien prendre la parole, c'est vachement intéressant. Oh Dans le sens où c'est ce que j'essaie de montrer. C'est compliqué parce que quand on est en France, on pense punk, on pense tout de suite punk anglais et on pense Sex Pistols, etc. Vincent, il le dit très bien dans le 52 minutes et ça m'a fait plaisir qu'il y ait quelqu'un qui le dise. Faut se rappeler que les Sex Pistols, c'est un boys band, hein, c'est un groupe qui a été monté de toutes pièces. Le punk anglais, perso, j'ai du respect, j'aime beaucoup de groupes punk anglais, mais c'est un mouvement qui se digère en 4 mois musicalement, faut être clair. En revanche, le punk, faut le rappeler, c'est né aux États-Unis, c'est pas né en Angleterre. McLaren va aux États-Unis pour au départ manager les New York Dolls. Et d'ailleurs, il va ramener Johnny Thunders en Angleterre. C'est là qu'il découvre la scène et c'est là où il fait d'ailleurs l'album qui va faire la pochette d'album des New York Dolls qui va faire scandale, c'est le Red Album. Et là, comme disait Mona tout à l'heure, il y a déjà le CBGB, il y a déjà Patti Smith, il y a déjà Television, Talking Heads, Ramones, etc. Et le terme punk, c'est né aux États-Unis, c'est né de la scène Seattle, c'est né des MC5, c'est né des Stooges. C'est la façon qu'ont eu, comme toujours, des journalistes de signifier et il y a un proto-punk même avant garage rock qui existe déjà, les Sands par exemple dans les années 65, etc., où le son est déjà très punk et très pré-punk. Mais c'est vachement important de le dire parce que ça va poser, je pense, d'autres problématiques sur ce qu'on va discuter après, sur la question du DIY, DIY américain, DIY en France, DIY en Angleterre, c'est pas la même chose. Aux États-Unis, de toute façon, il n'y a pas de subvention. Donc, de toute façon, à la base, c'est DIY. C'est de toute façon. Juste, je t'arrête un instant. C'est quoi le punk? Et donc, bonne question. Alors, moi, je vais donner la définition que m'a donnée il y a 10-12 ans, j'ai fait venir Martin Rev de Suicide Totem. Et j'ai eu la chance, je considère que c'est une chance, parce que j'ai passé toute une matinée avec lui le lendemain, un petit déj à la maison, on a super discuté, et je lui ai posé cette même question. Et il m'a raconté un peu une histoire de dingue, parce qu'il m'a dit, en fait, c'est un malentendu, en fait, le punk. Parce qu'il dit, en fait, les fans des Stooges et MC5, on a commencé à s'auto-labelliser, on a campé, ce qu'on appelle en américain to camp, comme dire, je sais pas, to be queer, ou to be geek, ou whatever. Quand on vous insulte, vous campez le truc. I'm a slut, je suis une salope, I'm a slut, you put slut, you camp. So, ils ont commencé à camper la question d'être une racaille, parce qu'en fait, en gros, punk, ça veut dire, c'est de la musique de racaille, de voyous, de paumés. Ils ont commencé à camper ça. Sauf que, comme me disait Martin Rev, c'est qu'il me dit musicalement, si tu regardes bien la scène du CBGB, c'est impossible de définir un style entre Blondie, Talking Heads, nous, ce qu'on fait avec Suicide, Patti Smith, etc. C'est très hétérogène. La seule chose qui fait qu'on est punk, c'est qu'on était des rebuts à New York, parce que toute la scène était focus sur Warhol et sur les New York Dolls, et qu'ils étaient en bas à Downtown avec le CBGB, qui était un club tout pourri. Et ils ont fait scène, parce que tous les marginaux étaient là, et ils avaient tous et la même énergie, les mêmes revendications, etc. Mais ils ne faisaient pas la même musique, en fait, en réalité. Et je pense qu'avant tout, être punk, c'est une attitude dans la vie. Il y en a plusieurs personnes le disent dans mes films. Stéphane Grégoire le dit, Mélanoche le dit. C'est une attitude dans la vie. Avant toute chose, avant une histoire de style, de look, etc. C'est un mélange d'insoumission, de faire coûte que coûte, une contestation.
qui passe de toute façon par le fait de camper sa contestation. Je suis là, je suis comme ça, je serai pas autrement, ça te plaît pas, je suis pas basketteur, je t'emmerde, j'en ai rien à foutre. Et c'est ton problème, c'est pas le mien. Il y a ce côté-là, et du coup, cette impertinence, elle se retrouve dans une esthétique, dans des formes, et après, on fait DIY. Donc, DIY, c'est, j'ai pas de thunes, pour faire une belle affiche, je vais la faire en photocopie, et on va scotcher, on va faire comme les dadaïstes faisaient, on va recycler des trucs, et ça va créer une esthétique, etc. Après, ce qu'il faut admettre quand même, et je le reconnais largement, c'est que sans McLaren et sans Vivienne Westwood, en fait, le punk n'aurait pas eu la résonance internationale que ça a eu, parce qu'ils ont le mérite, à la fois parce que c'est des anciens des Beaux-Arts, et à la fois parce que c'est des gens qui conceptualisaient plus. Ils ont compris, en fait, toute la puissance situationniste du truc. Ils ont créé des groupes, et ils ont récupéré toute cette énergie-là, et ils en ont fait quelque chose. Et on leur doit quand même, effectivement, 77, l'année du punk, etc. Et je finirai là-dessus. Tout à l'heure, Mona a cité Francis Kremer. Et il faut savoir que Francis Kremer crée Punk Records le 31 décembre 1974. Or, tout le monde vous dira, et c'est reconnu historiquement, que la date de naissance du punk, c'est 76-77 en Angleterre. Pourquoi il crée en 74 ? Parce que si Francis était là, il vous dirait clairement que punk, ça vient des États-Unis, et il connaissait déjà le punk, et il a appelé ça Punk Records parce que c'est lié avant tout à la scène américaine. Donc, non pas, je fais pas mon pro-américain disant ça, mais je dis, c'est pas du tout le cas. C'est juste parce que ce qui me dérange dans la méprise du punk anglais, c'est qu'on associe toujours le punk avec le perfecto, la crête sur la tête, etc. Et alors qu'en fait, c'est l'audace de créer ce qu'on veut, en fait. John Lydon, Johnny Rotten, il n'y a pas longtemps, a décrété, vous le trouvez sur Internet, il est tellement bored about that qu'il a dit à un moment, puisqu'on dit que je suis le roi du punk, alors je le dis, tous les gens qui ont des crêtes sur la tête aujourd'hui et qui se trimballent, etc., avec le look qu'on avait en 77, ne sont pas punk parce qu'ils n'ont pas l'audace de la création nouvelle, du truc, parce qu'il fallait y aller en 77 à Londres, décider du jour au lendemain, sans référentiel, de se trimballer avec des looks comme ça, comme eux, ils ont fait. On se rend plus compte aujourd'hui, mais moi, je vous assure qu'à 13 ans, vous voyez les casses se trimballer rue Saint-Jean, freaked out a bit, a little bit freaked out. Et bon, moi, c'était juste pour dire que Dick Tracy, je suis même pas sûr qu'eux se revendiquaient comme un groupe punk. Et c'est vrai, ils se revendiquent pas comme un groupe punk. En revanche, ils ont tout le côté Artie Destroy de Talking Heads, et c'est dans la même lignée. Ils ont l'énergie et les punks. Laurie, il est complètement plus punk que Laurie. Je vais dire, planquez vos vitrines, demandez à Mémé. Laurie est hyper punk, Chico aussi, dans l'énergie, dans le... Artie Destroy, tu viens de dire, et alors que moi, Mona, je la trouve méga classe, ultra élégante. D'où vient ce look qui faisait peur à ce jeune Otomo qui vous regardait avec terreur sur la rue Saint-Jean? Je pense que c'était comme dit Otomo, c'est une attitude, c'est-à-dire que tout ce qui était justement institution, tout ce qui était autorité était suspicieux, et que on avait vraiment une volonté de créer quelque chose de nouveau et de vivre comme on avait envie de vivre, et c'était sans acheter de frigo. Sans acheter de frigo, sans savoir si on va manger, c'était pas la priorité. Il y avait pas la priorité d'avoir un toit ou d'avoir, enfin, perso quoi. C'était comme ça. La priorité, c'était la créativité, faire de la musique, faire des choses, se coiffer, s'amuser à se réinventer. C'était une volonté de se réinventer, parce qu'en fait, on était conscient, enfin perso, d'un monde dystopien déjà. Je veux dire, j'avais été élevée avec George Orwell, Aldous Huxley et tout ça. Donc, et en même temps, avec une vision du futur aussi, complètement science-fiction, avec
technologie extraordinaire. Moi, je croyais que dans les années 80, on allait voler déjà et qu'on allait, enfin, qu'il allait avoir une société vraiment évoluée, je sais pas moi. Et on est toujours là à ras de terre, quoi. Mais bon, je perds pas espoir. Mais pour dire que on portait cette vision, et donc il y avait une volonté de se réinventer au niveau physique, au niveau vestimentaire. On n'était pas dans une consommation de ce que la société voulait nous donner. Donc au niveau des images, il y avait des gens qui se mettaient à peindre et à créer des trucs complètement décalés. Et il y avait des gens qui se mettaient à faire de la photo, il y a des gens qui se mettaient à faire des spectacles, tu vois, et tout ça, et des concerts qu'on auto-organisait où les gens spontanément se déclaraient moi je vais vous organiser un concert, et hop, tout se faisait sans service d'ordre, sans voilà, et tout était un peu spontané comme ça, et voilà, une volonté de création totale, et un refus total aussi de l'autorité quelque part. C'était toujours suspicieux, quoi. Donc en fait, la musique est la moindre des choses dans cette affaire. C'est un accessoire d'influence, c'est un accessoire de pouvoir s'exprimer, de s'affirmer en tant qu'individu, de contribuer à notre manière, de générer une certaine énergie ou une conscience, vouloir imprimer, marquer son territoire, son intention, et de voilà, faire ça comme ça. Mais en même temps, cette scène nancéenne, elle est très musicienne. C'est pas, comme tu le dis, le boys band de Sex Pistols. On a affaire à des musiciens, à des artistes qui cherchent un son. Pas que. C'est ça qui est intéressant. On n'était pas musiciens. Si, je m'étais apprise la guitare, mais je me considérais pas musicien. Je sais même pas s'il avait fait du piano ou pas. Mais je sais que Laurie, par exemple, lui, il a auto-appris aussi. Au scout. Il a pris au scout. Au scout, ouais. Voilà. Il a chanté dans les petits croix de bois. Croix de bois, ouais. Des choses comme ça. Mais... Alors, pour revenir, alors c'est vachement intéressant parce que, évidemment, la musique, elle est centrale. En plus, c'est un langage quand même plus universel, mais il y a autant ici la musique, la performance, le cinéma, des gens comme Vincent Hachet, comme Pierre Bressan, il y a plein de gens qui ont fait des trucs de dingue. D'ailleurs, pour moi, le Fufu aussi. Le Fufu, exactement, le Fufu, c'est une collaboration permanente entre les artistes. D'ailleurs, pour moi, l'icône, il est modeste, il n'est pas là ce soir, il aime pas quand je dis ça, mais pour moi, l'icône punk locale, c'est quelqu'un qui paye pas de mine comme ça, il a des petites lunettes, il est tout tranquille, tout posé. Il a fait partie du 33, qui était un squat rue Isabée, et il s'appelle Henri Gigou, et c'est quand même le créateur du journal du hard sur Canal+. Merde, il vient de Nancy, moi je sais pas, c'est quand même un truc ultra punk de faire ça quand il l'a fait, pote à Vincent Hachet, etc. Il y a plein de gens comme ça qui font des trucs quand même de dingue. Il y a des plasticiens, il y a plein de plasticiens, Manu Poineau, Didier Gary, qui sont pas passés par des écoles, ils se sont inventés cinéastes, ils se sont inventés artistes, c'est ça. Ouais, et des photographes, Richard Bellia, qu'on le veuille, enfin, ça, il n'y a pas que Richard, mais je pense à Richard. Pourquoi je pense à Richard Bellia? C'est que Richard Bellia, il est de Nancy et qu'aujourd'hui, c'est un photographe international au niveau de la musique. C'est-à-dire que cette scène, elle a vraiment généré, et ce qui est juste hallucinant, et je suis très content, d'ailleurs, moi, quand j'ai vu tes pochoirs, poches, etc., je suis très content aussi de l'initiative que tu as prise au musée il y a déjà 2 ans, je sais plus 3 ans, enfin, quand j'ai commencé à voir qu'il y avait les expos autour de ça. Ben non, mais c'est, parce que le vrai problème qu'on a toujours eu à Nancy, et qu'on a toujours aujourd'hui, peu importe la municipalité, on s'en fout, c'est que la municipalité s'en est toujours branlée, elle s'en branle toujours, elle comprend toujours rien, elle s'en branlera toujours. Et il y a quand même des gens incroyables qui viennent d'ici, quoi. Et moi, je dois dire une chose, si je fais le film, c'est
il y a plusieurs intentions, mais c'est aussi un hommage, parce que si je suis là en train de discuter aujourd'hui, là, autour de cette table, et que j'ai pas une carrière de grand banditisme, c'est grâce à cette scène-là aussi. C'est qu'à un moment, j'ai pu quitter des injonctions de genre, des choses que la société t'impose sourdement à un moment où j'étais pas capable de lutter. Et parce que trop jeune, et parce que j'essayais de rentrer dans des groupes, et même si ça m'effrayait, il y a quand même une chose, c'est que c'était tellement puissant qu'on se dit, merde, si eux ils peuvent faire ça, et il y a un moment, moi j'ai le droit aussi de dire je t'emmerde, je suis ce que je suis, parce qu'il n'y avait pas de référentiel. Et ça aide des gens, notamment des gens comme moi, à faire autre chose que ceux envers quoi ils sont destinés par rapport à l'environnement social. Donc voilà. Et alors moi j'ai pris l'option plutôt de la performance. Et là où tu as raison, c'est qu'en revanche, toutes les créations que j'ai faites sont intimement liées avec la musique, avec de la musique live, avec des musiciens et des collaborations avec des musiciens. Le Host Theater a fait pareil avec Candidate, avec pas mal de groupes. Il y a quand même ce mariage permanent entre art plastique, performance scénique. Je parle de performance scénique parce que Mona, tu la vois encore aujourd'hui sur scène, c'est une performance. Ça dégage. Ouais, c'est une performance scénique et en même temps tout le reste, les arts plats, etc. Haha, non. Non, la question qui se pose, revenons à cette histoire du DIY. Mais moi, je pensais que c'était hip-hop, le DIY. Non, pas du tout. Enfin, ça arrive avec le punk rock. Enfin, là pour le coup, on peut parler de punk rock là. On a le droit. Vas-y. Ouais, non, mais il y a vraiment une culture de la débrouille qui se met en place à partir de toute cette scène, qu'elle soit anglaise, américaine, française ou européenne. Chaque groupe se débrouille à faire. Enfin, c'est clair que les Sex Pistols vont faire que les labels les grosses majors vont vouloir leur groupe punk, comme les majors vont vouloir leur groupe rap au moment. Mais en attendant, il y a toute une émulation. Enfin, il y a plein de petits groupes qui n'ont pas cette opportunité et qui vont se démerder eux-mêmes à s'autoproduire, à s'autopromouvoir, donc par le biais des pochoirs, par le biais des fanzines. Donc voilà, il y a toute une culture qui se met en place à ce moment-là. C'est vrai qu'il y avait les fanzines à l'époque, voilà. C'est-à-dire c'est des gens qui s'inventaient éditeurs de journal et qui avaient des petits tirages qui étaient distribués partout d'ailleurs. Ouais. Et qui promouvaient en même temps la scène puisqu'ils faisaient des interviews. Et voilà, donc ça arrive très tôt. Il y a une forme de graphisme qui se développe en France, par exemple avec le bazooka, qui amène déjà aussi, qui rayonne un peu dans toute l'Europe. Et Picasso, Loulou, Olivia Clavel, ouais. Donc il y a Loulou, vraiment tout ça représente le DIY et sera repris pour plein. En fait, tous les styles musicaux vont s'en inspirer. Enfin, se dire oui, ok, on peut se démerder de la même façon. Mais cette démerde-là est-elle une caractéristique du punk rock? Ça n'existait pas avant? Le terme est vraiment, c'est les punks le DIY, c'est vraiment un terme inventé, punk américain, punk anglais. Ça, c'est clair. C'est DIY, le terme d'en faire une bannière. C'est déjà dans les premiers Sniffing Glue en 73, la revue Sniffing Glue à New York, ils ont déjà le DIY de marque posé dessus. Et concernant cette filiation avec le hip-hop, j'en profite aussi pour dire une chose, c'est qu'on prend les Clash quand ils se créent en 76-77, ils veulent devenir le meilleur groupe de punk au monde. Et pour ce faire, ils décident de partir à New York et de jouer pendant 2 mois downtown, 2 concerts par soir, 2 mois dans un club. Ils le font et la première partie, c'est qui? C'est Grandmaster Flash. Pourquoi? Parce que Mick Jones va aller dans le Bronx, il découvre le graffiti, il découvre tout ça, il se dit putain, il y a ça, je ramène ça. Et le premier soir, ça se passe mal. C'est-à-dire que le Grandmaster Flash fait l'ouverture et ça se passe super mal. Et quand les Clash arrivent dessus, ils disent nous, on est là pour 2 mois. Si vous comprenez pas ça, c'est que vous comprenez pas ce que c'est le punk, parce que Grandmaster Flash, c'est des punks. C'est des punks du Bronx et c'est des punks. Et quand on regarde l'album de Grandmaster Flash à l'époque de The Message, comment ils sont habillés, etc., les trucs cloutés, les vestes en cuir, etc., on voit tout de suite qu'ils ont été en affiliation avec ça. Donc moi, je fais pas de différence. Félix, il le dit dans le film, mais je suis pas sûr que je l'ai gardé, parce que j'ai tellement de rush. Mais à un moment, il le dit. Enfin, je sais qu'avec Yvan, on est d'accord là-dessus. Moi, je fais pas de différence entre punk, techno et hip-hop, etc. Ce qui est important, c'est que quand on comprend que c'est une énergie et une façon de faire plus qu'une esthétique musicale,
Après, il y a des groupes de hip-hop qui sont ultra punk. NTM, ils sont ultra punk à la base quand ils arrivent, qu'on le veuille ou non. Et bah, c'est vrai. Et en techno, c'est pareil. Vous prenez, je sais pas, les Spiral Tribes, etc. Comment ça démarre, etc. Le côté traveler, le côté on fait tout nous-mêmes. Ils pressaient leurs disques, ils faisaient même leurs acides eux-mêmes. Ça n'est pas dans le DIY. En DIY, on peut pas mieux faire quand même. Donc non, je pense que c'est vraiment cet état d'esprit et ça a contaminé beaucoup de choses. Et là où je rejoins, c'est ce que disait Poche. Je crois que ouais, on peut dire. Alors. Paradoxalement, dans l'histoire de l'art, on peut dire que Dada, etc., même Fluxus, etc., plein de gens ont fait du DIY d'une certaine façon, mais ceux qui ont fait une sorte de nomenclature du truc, ouais, un emblème, hein, c'est ça. Hein, c'est pas. Je pense réellement que c'est les punks. Après, je peux me tromper, mais il me semble vraiment que c'est les punks qui ont posé le premier ce terme-là. Je te pique. Do it yourself. Et c'est vrai que la question de Dada, parce que je repense à ce vieux livre maintenant, Lipstick Traces de Greil Marcus, où en gros, il dit que Dada était punk déjà, et que les convulsionnaires du 15e siècle étaient punk déjà, et que donc le punk est là depuis toujours. Donc le hip-hop est punk, à vos yeux? L'hip-hop et punk, je ne sais pas si c'est un mois de répondre. C'est un mouvement révolté, quoi, par certains aspects. Donc, il rejoint la contestation qui a pu amener le punk. Après, comme chaque mouvement, il devient sa propre caricature aussi. Mais bon, bien sûr qu'il y a plein de groupes très engagés, que ce soit dans le hip-hop, que ce soit même les Spiral Tribe. Enfin, pour moi, était un groupe complètement engagé aussi à sa façon. Enfin voilà, tout ça continue, ça perpétue l'esthétique punk quelque part. Enfin, il y a plein de choses qui sont reprises. Alors pas dans le hip-hop, mais plutôt dans la contestation de toute façon. Donc oui, pour moi, le hip-hop a quelques aspects punk. Si on considère que le hip-hop, quand ça naît dans le Bronx au départ, c'est que du squat, c'est-à-dire on peint sur des métros. On crée on monte des dance halls dans des lieux désaffectés en mode j'en ai rien à foutre, je monte un sound system, je fais des trucs que c'est la même économie, c'est le même processus que la techno, de faire des free, des raves. Je crois que c'est une énergie avec des couleurs effectivement différentes. Et aussi, par rapport à ce que tu disais sur la question, le punk antérieur, dans le film, pareil, pas de place. En fait, il faudrait que je fasse une série. Ouais. Bidou de Candidate me dit ça à un moment. Il dit ça parce qu'il a une très belle librairie, une très belle librairie, une très belle bibliothèque. Et à un moment, il me montrait des bouquins de romantiques anglais du 19e, etc. Et il a raison. Il me dit ils sont déjà punk dans Gérard de Nerval qui débarque en cape rouge à l'opéra, qui en a rien à foutre de rien et qui déglingue tout. Les surréalistes l'ont fait, les punks l'ont fait. Enfin, je pense que l'énergie, elle est antérieure. Je pense qu'à un moment, et d'ailleurs, le fait que Malcolm McLaren et, encore une fois, Vivienne Westwood ont fait les beaux-arts, ils ont une connaissance des situationnistes, de Fluxus, de tous ces gens-là, nouveau réalisme, tout ça. Et donc, ils savent un peu comment... c'est à dessein. Par exemple, Johnny Rotten, c'est toujours plein, et c'est pour ça que j'aime pas trop son bouquin, d'ailleurs, La rage et mon énergie, parce que en gros, c'est sur 600 pages, c'est un brûlot contre McLaren. Mais il oublie que McLaren, c'est lui qui a su alchimiser toutes les merdes pour en faire... sinon, ils ont fait 40 concerts et c'est quand même des mecs qu'on peut pas dire... ils ont une énergie, ils ont tout. Mais il les a habillés aussi. Il les a habillés, il a tout fait. Et même quand ça déconnait, pour le jubilé, pour la connerie qu'ils ont fait à la télé, qui les a cramés et tout, lui, il a tout de suite su, parce qu'il avait cet esprit situationniste, d'en faire quelque chose. Et même d'aller au bout, parce que le Great Rock and Roll Swindle, tout le monde s'est dit, oui, c'est un escroc. Mais... au 2e, 3e, 4e degré, c'est juste génial ce qu'il est en train de dire et de faire. Hein. Tu sais que l'histoire du swindle, justement, c'est qu'il avait vendu le groupe à 2 maisons de disques en même temps. Voilà. Vas-y, je t'en prie. L'une des choses qui m'a aussi beaucoup interpellée dans le film, c'était dans ce DIY. Oh, pardon.
il y a un génie de la bidouille, mais c'est plus de la bidouille, c'est du grand art. Et notamment avec tous ces appareils particulièrement vétustes. Et j'ai été impressionnée de voir qu'avec des outils rudimentaires, ce bricolage mène très loin. Parce que l'une des choses qui est très contrastée aujourd'hui, c'est que avec l'accessibilité à toutes les machines qui nous entourent, on devrait pouvoir faire du soi-même absolument incroyable. Pourquoi ça ne prend pas? Pourquoi ces vieilles bécanes, ces vieilles machines sont si importantes? Bah, les vieilles machines, c'était le son, c'était les fréquences. On n'était pas encore digital, on était en analogique. Alors il y avait pas seulement la machine, il y avait l'ampli par lequel tu allais passer, si c'était plus ou moins saturé. Aujourd'hui, c'est différent. Et puis chaque objet avait son son. Et puis suivant le support sur lequel tu enregistrais, tu avais un son différent ou pas. Il y avait plein d'éléments qui rajoutaient un petit peu au grain. Il y avait un grain particulier que maintenant des fois on reproduit même le grain du vinyle des fois sur le son de certains enregistrements pour redonner cette fréquence. D'ailleurs, c'est intéressant parce que aujourd'hui, quand on fait un disque et qu'on fait un CD, on va pas du tout faire le même carrément des fois le même mix ni le même mastering. Et quand on écoutait des vinyles et la stéréo vinyle, eh ben c'était totalement différent la manière de spatialiser les instruments pour avoir un rendu qui n'est pas le même. Et tu peux pas faire un master de CD parce que moi je l'ai vécu et espérer que ça sonne en vinyle, ça sonne pas. Donc, voilà. Du coup, c'est un peu l'ode aux machines dysfonctionnelles. C'est la musique dont on parle, c'est l'erreur de la machine. Non, il faut du génie quand même. Mais non, parce qu'il y a quand même des vrais artistes quand même derrière. Moi, par exemple, il va détester ce que je vais faire là. Il va se mettre en PLS, il va rougir, il va sortir. Mais par exemple, je considère qu'à Nancy, on a un des grands génies de la musique industrielle internationale. Et il travaille toujours à l'ancienne avec un sampler Akai à la con et avec rien. Et ça fait 40 ans qu'il fait ça. Et c'est un génie, il vient de passer derrière toi. Bah, à ton avis, du garçon avec la casquette blanche, là, celui-là, là, le mémé de Gensnate. Et voilà, il est modeste, il veut pas faire de concert, personne ne le connaît, mais ce gars-là, s'il avait fait des concerts, on le connaîtrait partout dans le monde. Il travaille à l'ancienne. Et il faut pas que la machine, il faut quand même qu'il y ait quelqu'un derrière qui est quand même un truc, quoi, du talent, de la poésie. Lui, il a tout ça. Et en plus, il collabore avec Laurent, avec tout le monde, avec des gens. Donc, Laurie bosse toujours avec Scanner et tout. Mais tout ça pour dire que ouais, la machine, s'il y a personne derrière, je pouvais donner la machine. Enfin, voilà. Non, il y a quand même. Et ça, ce qui est beau, plus que les machines, c'est le talent qu'il y a ici. Enfin, c'est le condensé de talent. Moi, je pense qu'il y a un condensé de talent à Nancy qui est juste, honnêtement, relativement incroyable. Et je pense que c'est finalement pas un mal qu'on ne soit pas occupé de nous parce que du coup, ça rend teigneux. Les gens, ils arrêtent pas, quoi. Ils continuent à faire des trucs et ils deviennent encore meilleurs et encore meilleurs. Mais voilà. Mais ouais, bref, c'est une idée. Oh, en parlant de punk, ouais, voilà, tu m'appelles punk. Non, mais c'était cette question de l'erreur de la machine. Bien sûr, il est clair que les machines toutes seules ne feront pas grand-chose. Mais c'est cette question du do-it-yourself, parce que c'est vrai qu'à force de le mettre en avant, on a l'impression que n'importe qui peut faire n'importe quoi. Et c'est pas tout à fait vrai. Comme tu le dis, l'une des choses très impressionnantes de cette scène musicale nancéenne, c'est justement sa richesse, sa grande variété, sa créativité. Est-ce que par rapport, l'une des choses qui me frappe aussi, et tu en parles beaucoup dans le film, c'est cette proximité avec l'Allemagne. Qu'est-ce qui vient de Berlin? Est-ce que Nancy est une scène particulièrement germanique ou pas? Nancy a été traumatisée par l'Allemagne. Moi, quand je suis arrivée à Nancy, les gens, ils disaient les Boches encore.
Et c'est vrai qu'il y a une architecture, il y a un esthétisme, il y a une récupération des vêtements militaires qui a existé, pas nécessairement allemands, ça pouvait être suisse ou je sais pas quoi, il y a eu ça. Donc il y a un esthétisme qui est venu aussi des habits militaires, malgré tout. Et Nancy, particulièrement, moi, venant de l'extérieur, était sinistrée. Moi, je me souviens, il y a des villages tout près de Nancy qui avaient encore des impacts de balles. Moi, c'était incroyable, quoi, de voir ça. Et donc, c'est quand même un peuple qui a vécu énormément de guerres, puisqu'il y a eu plusieurs guerres, plusieurs fois la frontière qui a bougé entre Metz, Nancy, là-haut, etc. Et si on remonte plus loin, Jeanne d'Arc, elle était punk. Ah ouais, grave. Ben oui, c'est vrai. C'était une femme en plus. Mais voilà, et donc, vas-y. Ben, il y a aussi deux trucs qui prouvent notre germanité, entre guillemets, latente. Déjà, quand on se dit bonjour, on dit ça guette, ça vient de Gehen déjà. Et Spatz, c'est du plat, et c'est un moineau, c'est un étourneau. Donc Spatz, rien que le nom Spatz, de toute façon, s'il était né à Marseille, on l'appellerait pas Spatz. Hein, ça, je vous le dis direct. Est-ce que vous pourriez nous en dire un peu plus de l'Allemagne, le son? Donc l'Allemagne, oui, il y a l'Allemagne, c'est vrai que c'est que il y a un art qui est sorti de l'Allemagne extraordinaire. Le Bauhaus, tout ça, ces mouvements dont on était assez influencé, que ce soit au niveau architectural, que ce soit au niveau de culturel comme ça. Et il y a eu Berlin qui était une influence parce que c'était un îlot. C'était un îlot dans l'Allemagne. Voilà, c'était. Faut expliquer là. En fait, c'était un enclave dans ce qu'on appelle l'URSS à l'époque. Donc il y avait un train qui traversait tout un territoire qui était interdit. C'était interdit. On passait, ça passait par la Pologne, c'était interdit. J'étais à Varsovie hier, mais passé par tous ces pays, la Hongrie, tout ça pour aller à Berlin. Et il y avait donc une enclave où il y avait les Américains, les Anglais, les Français qui avaient des petites bases. Et il y avait une vie qui s'est créée là-bas aussi, qui était complètement do it yourself, vis comme tu veux. Il y avait énormément de squats. Donc justement, c'était l'époque des squats aussi. Faut dire que les années 80 et même après, il y a eu beaucoup de récupération des lieux de squats et donc à Berlin aussi. Et je sais plus où je voulais aller avec tout ça. Vas-y. Et puis il faut quand même admettre que il le dit, Vincent, dans le film. Hein, l'idée, c'est d'aller, dès qu'on peut, c'est d'aller à Berlin. Moi, je sais que quand le totem est tombé, 2 mois après, j'avais un atelier à Berlin avec Lucas, Cécile de Candidate, elle habite toujours à Berlin. Bijou est parti à Berlin, et on a eu la chance à Nancy. J'ai pas pu l'interviewer, bien que ce soit un bon pote quand même. On a eu la chance, c'est qu'en fait, Nancy, c'est une scène. Alors, qu'est-ce qui caractérise une scène? Ça veut dire que sur un style donné, il y a différentes corps de métiers, on va dire. Donc, il y a, en général, il y a des plasticiens, il y a les gens qui font du cinéma, de la photographie, il y a la musique, la performance, c'est une scène. Mais nous, on avait un truc en plus, c'est qu'on a un ultra-punk qui a décidé de monter une agence de voyage qui s'appelait Catra Voyage. Et je peux vous assurer que lui, il est ultra-punk. Et du coup, il a organisé des voyages et des allers-retours de Nancy dès que le mur est tombé. Et on a eu la chance de tous pouvoir aller à Prague, dans des conditions punk, parce que c'était hyper punk de partir avec les voyages 4A. Hein. On est arrivé sur place, on ne sait pas si on va dormir, on sait rien. Mais on y est. C'est dans l'esprit du truc, DIY, photocopie, voilà. Et donc ça a aidé énormément aussi. Et puis l'esthétique des sons, comme disait, voilà, les sons, quoi. Des groupes comme Kraftwerk, et puis la scène berlinoise, c'est quoi? C'est quand même... tout le monde est parti à Berlin à un moment. Bowie, Iggy Pop, Lou Reed, Nick Cave. Tout le monde. Ouais, tout le monde était à Berlin. Qui est là-bas, Nick Cave, Einstürzen der Neubauten, parce qu'il y a cette culture... Ah oui.
toutes les ramifications post-punk qui existent, quand même, il faut admettre, et Mona, je trouve qu'elle on a bien parlé tout à l'heure, le contexte post-guerre dans l'Est, comme dit le petit Louis Treffel dans mon film, il fait pas beau ici, on se fait chier. Ça a créé une esthétique qu'on est plutôt dans une veine industrielle, électro-industrielle, ambiante, expérimentale, très expérimentale. Et du coup, c'est aussi connecté avec beaucoup de groupes, effectivement, allemands, et cette scène-là. C'est-à-dire des sons plus froids, des sons plus... donc, il y a quand même une filiation, quand même, qui est... Très, très métallurgique. Très métallurgique, ouais, c'est vrai. Côté rugueux, comme ça. On n'est pas loin de la Belgique aussi, il ne faut pas l'oublier. Bruxelles, Front 242, tout ça, tous ces groupes comme ça, EBM. C'est le point commun qu'on va retrouver avec Marquis de Sade à Rennes. Enfin, c'est la transversalité qu'on peut faire avec ce groupe, avec lequel tu as tourné sur l'année 81 ou 80, fin 80. Tu as accompagné le groupe sur plusieurs dates, ouais. Comment ? Non, mais enfin, moi je vois le rapport avec ce truc froid. Enfin, justement, ouais. Marquis de Sade, c'était Conrad Veidt. Et il y avait cet esthétisme allemand parce qu'il y avait je pense que inconsciemment, la France sortait de la guerre. Il y avait une génération, leurs parents, ils avaient vécu la guerre. Et qu'inconsciemment, parce que c'est pas mon cas, moi c'était la dictature en Amérique du Sud, mais ils ont vécu donc ils avaient l'inconscient des parents était là présent. Surtout, c'était très fort ici, tu vois. La mère de Spatz, comment elle en parlait, elle était tu vois, tous les gens comment ils ont dû gérer leur stress, etc. Et c'est comme s'il y avait un son qui résonnait inconsciemment dans tout l'inconscient collectif des gens de Nancy ou de la région ou de la France, tu vois, et qui a créé cette espèce de marche de volonté de création et de transformation, ou comment on dit quand on sublime sublimer le trauma. Peut-être le punk et tout ça, c'est la sublimation de la guerre mondiale avec cette horreur et ce despotisme et cette folie ambiante et de carnage et de cruauté et de traumatisant, quoi. Et donc nous, quelque part, cette génération a eu une volonté quelque part exutoire de transformer ça, et à travers eux, chacun à travers leur art, leur manière de s'exprimer, ils ont réussi à sublimer peut-être ce trauma qui était là, qui était imprégné, qui parlait dans les murs, qui était partout, Moi, je vois ça comme ça. C'est pour ça que je pense que Marquis de Sade vous ont demandé de jouer avec vous. Enfin, tu vois, vous avez fait les premières parties de Marquis de Sade, parce que je pense qu'à ce moment-là, il y a une résonance justement dans cette froideur et enfin, je pense que Philippe Pascal l'a bien apprécié à ce moment-là, quoi. On avait la chance, c'est que justement à Rennes, ils jouaient les disques de Caspreduc dans les clubs, ouais. Mais l'Allemagne est bien loin de Rennes. Oui, complètement. Que je sache. Non, mais comme on parlait de cette froideur ma question, c'est un peu ça. Après, je pense fais ma nouille, mais ils étaient très inspirés par l'expressionnisme allemand. Enfin, pas beaucoup de choses. Justement, tu parlais du morceau Conrad Veidt. Enfin, je pense que ce soit Franck Darcel ou Philippe Pascal, ils étaient très inspirés par la littérature allemande et plein de choses comme ça qu'ils ont essayé de retranscrire dans certains morceaux. Pas la globalité, mais le premier album, il est quand même très imprégné de cette froideur ambiante. Parce que l'Allemagne, avant la guerre, quand même, ils étaient dans une modernité extraordinaire au niveau architectural, au niveau de musique, enfin plein de trucs. Ils étaient vraiment dans une modernité assez à la pointe, quand même. À la pointe. À l'époque, Berlin, c'était un peu le centre de l'Europe. Ça l'est toujours pour moi. Ça l'est toujours. Du coup, sur ce vieux laurier. oui, ça. Paris, ils en sont encore restés au château de Versailles, quoi. Mais du coup, le trauma party,
la scène partie. Est-ce qu'on est guéri de tout ça? Tu es très critique avec cette situation de la scène inexistante nancéenne aujourd'hui? Oui, enfin, après, les choses, c'est des cycles aussi, mais je suis critique, ouais, de manière générale, je suis critique avec le sourire, sinon j'aurais jamais fait ça. Je fais ça depuis 30 ans, j'ai toujours été critique déjà, même vis-à-vis de moi-même, hein, en fait. Mais c'est notre travail, effectivement, en tant qu'artiste. Ce qui me désole un peu, c'est que je trouve quand même, alors que j'ai tout fait pour, dans le film, pas retranscrire cette idée que c'était mieux avant, parce qu'il y a plein de choses incroyables qui se font, mais en revanche, tout à l'heure, Mona citait Aldous Huxley, et je trouve on arrive un peu à cet endroit du meilleur des mondes, où en fait tout est possible, mais tout est under control, et on te fait tout bien, super lisse, faut pas que ça déconne. Tu veux faire du punk, on va t'aider à en faire, et c'est-à-dire qu'à la limite, on se retrouve avec des institutions qui savent mieux ce que c'est que le punk et comment tu dois en faire que quelqu'un qui pratique. Et ça devient très compliqué, ce côté très uniformisant, très lissé, pour la création. Parce que malgré tout, qu'on dise ce qu'on veut, l'idée c'est de l'art. Comment on fait de l'art? Et de la poésie, donc, puisque poésia, à la base, l'étymologie, c'est création. Donc, comment on fait de la poésie? Et on ne peut pas faire de poésie sans audace, sans expérimentation. Et si dès le départ, on nous donne un cadre qui est hyper défini, avec tous les paramètres et tout, même s'il faut se donner des cadres, si on est trop libre aussi, on ne peut rien faire. Mais eh ben, on arrive à un endroit, ça marche pas. Donc, en ce moment, on est dans un creux. Je ne partirai pas du principe que ça reviendra pas, parce que je pense qu'il y aura toujours une génération qui, à un moment, va dire « Moi, j'en peux plus, j'étouffe, je vais tout péter » et qui va réinventer. Moi, je sens que ça arrive, là. Je le sens. Mais... Non, moi, je sens que vraiment, là, on arrive à un point où tout le monde, on a ras-le-bol. Et c'est très bien comme ça. Parce que justement, tout le monde va se réinventer, et on va réinventer parce que ça fait trop longtemps qu'on invente pour nous. Et justement, à l'époque punk, on disait no future, mais on voulait pas leur futur. On voulait notre futur. Et donc, chacun est en train de se remettre en question, est en train de remettre en question la société, la manière de vivre, et a envie vraiment de rêver et de s'approcher de son rêve. Et aujourd'hui, ils en ont tellement ras-le-bol que il faut arriver à ce point de saturation pour se réveiller. Parce que sinon, comment tu fais, quoi? Tu restes dans un semblant de confort? Eh ben non, c'est très inconfortable en ce moment, et c'est très bien comme ça, parce que tout le monde qui est là est de plus en plus conscient et de plus en plus énervé, et c'est sain. Et ça va donner une créativité, et ça va donner ça va ouvrir la voie aussi. Il y a toute une génération dont je fais partie. Là, ceci dit, qui compte bien, continuer et faire partie de ce nouveau monde. c'est vachement intéressant que tu dis dont je fais partie, parce qu'il y a quand même, par rapport à tout ce que tu dis, il y a un tout petit truc qui m'inquiète par rapport à avant. C'est qu'aujourd'hui, on nous bombarde tellement avec l'idée qu'il faut réussir, et qu'il faut réussir, et qu'il faut réussir, et qu'il faut réussir. Sauf qu'à l'époque, you know, we didn't give a shit about nothing, you know. It was just like we do it and we fuck everything. Et ça, aujourd'hui, je crois pas qu'on est encore dans cette idée-là que les gens disent rien à foutre, je fais mon truc, ça paye pas, on vit à 15 dans un appart, on squatte, on en a rien à foutre. Parce que c'est aussi ça. Nous, avec Mataria, les 2 premières années de Mataria, on s'est fait arrêter au moins 10 fois, garde à vue, tout, squatter les trucs, tout arracher, etc. Et là, le problème, ce qui est quand même le point qui est un peu inquiétant, c'est que dans les années 80, on bénéficiait encore de ce qu'on appelait la décentralisation, comme elle était pensée par des gens comme Jean Vilar, comme Malraux, comme même Jacques Lang. Cette décentralisation, aujourd'hui, elle est morte. C'est-à-dire, moi, je vois ma fille, tous ses potes, etc. Elle va revenir. Ils vont tous à Paris, quoi. C'est-à-dire qu'ils ont testé. Ma fille, elle avait une asso qui était hyper bien ici. Sanat, elle organisait des concerts. Le plus gros qu'elle a fait, je l'ai même pas, à son âge, je faisais pas ça. Elle a fait elle a organisé une soirée, 800 personnes, etc., machin. Et à 22 ballets. Sauf que au bout d'un an,
avec ses copines, elles se sont barrées à Paris. Elles ont compris que ça servait à rien de lutter, alors que nous, on luttait tous. On luttait, mais on lâchait pas l'affaire, quoi. Jusqu'à ce que. Et là, aujourd'hui, je suis pas certain qu'il y ait cette ténacité-là, parce qu'on nous vend quand même l'idée qu'il faut réussir. Parce que moi, c'est vrai que mon point de vue extérieur, ça fait 3 ans et des brouettes que je suis à Nancy, et ce que je ressens, c'est une très forte énergie quand même. Effectivement, en vous entendant, et merci, je ne remercierai jamais assez Poche de m'avoir fait découvrir Casse Product, parce que c'est grâce à ce pochoir que la porte s'est ouverte. Comme quoi, les historiens servent aussi, hein, des fois. Les artistes, c'est un peu une utilité sociale, des fois. Un peu, quoi. Mais c'est vrai que moi, ce que je ressens ici, c'est une très forte énergie. Mais encore peut-être un peu timide, certes. Mais il y a plein de jeunes et des moins jeunes, c'est clair. Mais plein d'initiatives musicales, artistiques, plastiques. Ça part un peu dans tous les sens. Mais effectivement, il y a cette centralisation française terrible. Mais est-ce que le tropisme Est n'est pas encore un peu là? J'espère. Est-ce que vous avez faim? Est-ce que vous voulez poser des questions, jeunes gens? Oui? Non? Oui? Non, tout le monde a faim? Quelqu'un a une question? Ok. C'est bien de s'en poser, mais en tout cas. En tout cas, merci beaucoup de vous être prêté au jeu. Après, ce qui est cool, c'est qu'on vous a coincé dans un coin, donc on peut vous sauter dessus et continuer de vous poser des questions hors micro. Merci infiniment et merci encore de faire vibrer tout ça et de nous faire découvrir encore et encore toute cette création et de continuer d'en faire puisque ce n'est pas du tout du passé qu'on parle mais du présent et de l'avenir. Merci beaucoup.